Bonjour à tous, c'est le live quotidien, 19h heure française, 18h heure algérienne. Je suis passé chez le coiffeur aujourd'hui, donc je suis tout rasé. On attaque avec trois petites choses. D'abord, un témoignage d'une habituée du live qu'elle m'a laissé il y a, je sais pas, 2 ou 3 jours, et que j'ai eu du mal à retrouver, heureusement qu'elle m'a aidé. Deuxième point, ça va être les séismes, en fait, du côté d'Oran. Et on parlera notamment, évidemment, du gros séisme de 1790, qui est fondamental dans l'histoire d'Oran. Et je reviendrai un tout petit peu sur la lettre pour quelques petites questions, notamment. Salut Dan. Donc, premier témoignage d'une habituée du live qui a écrit un commentaire sous Guérir à Oran il y a déjà un certain temps. Très belle coupe, voilà, je l'ai dit en présentation, je me suis coupé les cheveux, je suis passé. Salut Eveneg. Je suis passé chez le coiffeur tout à l'heure, donc j'en avais un peu marre d'avoir ma grosse tignasse. Donc là, je suis tout frais, tout léger, et j'attaque donc le premier témoignage. Je suis retourné en Algérie avec mes parents en 1989. J'y suis né, mais à partir de l'âge d'à peine 2 ans. Non, j'y recommence ma phrase. J'y suis né, mais parti à l'âge d'à peine 2 ans. Je n'avais aucun souvenir. Donc elle fait partie de cette petite frange-là de pieds noirs qui me ressemble un tout petit peu dans le sens où ils sont partis tellement tôt qu'ils n'ont pas de souvenirs. Mais en revanche, on verra dans le témoignage qu'il y a un petit quelque chose qui fait la différence avec moi. Du moins, je le croyais. Il me semblait que je ne retournais pas en Algérie, mais que j'y allais pour la première fois. Et ça, c'était avant qu'elle pose le pied là-bas. Je ne connaissais de ce pays que les souvenirs, les paroles et les larmes de mes parents. Mais dès que je suis descendu du bus qui m'a mené d'Oran à Sidi Bel Abbès, ville où je suis né, j'ai compris immédiatement que j'avais vécu ici. J'ai été happé par les délicieuses odeurs de la ville. Ce n'était que du bonheur, pas de nostalgie. Des émotions à l'état pur, tout me revenait. Je reconnaissais toutes les senteurs du pays où je suis né. Salut Chantal, bon retour. Je n'oublierai jamais cet instant. Il m'a permis à ce moment-là de savoir un peu plus qui j'étais. Les souvenirs olfactifs sont puissants, ils restent plus que jamais gravés dans la mémoire, et c'est une bien agréable surprise, tellement inattendue. Sans le savoir, je retournais en Algérie. Alors ça, pour moi, c'est un témoignage typique, typique des personnes qui sont nées, je ne sais pas, en 58, 59, 60, 61, 62, c'est-à-dire qui étaient quand même petits, et qui ont gardé les sensations de l'Algérie. D'où la différence quand même avec moi, qui n'ai strictement aucune sensation avec l'Algérie, qui fait que quand je suis descendu, on ne peut pas dire que j'ai ressenti des choses bien particulières. Mais elle, qui n'avait strictement aucun souvenir, qui n'avait que les souvenirs, les paroles et les larmes de ses parents, elle pose le pied là-bas, et là-bas, il y a tout qui remonte en elle, c'est-à-dire tout ce qui était... Salut Nadine, tout ce qui était enfoui en elle et qui faisait qu'elle avait quand même touché l'Algérie pendant 2-3 ans, même si c'était tout petit bébé, et hop, ça remonte en elle. Alors je pense que chez ces personnes-là, et puis alors c'est pas la première, je crois que je vous avais déjà parlé dans un précédent live d'une personne que je connais, et qui est née quand même en 1953 ou 54, je ne me rappelle plus très bien, mais enfin bon, 53 ou 54, ça veut dire qu'elle y est restée pendant 8 ans, voire 9 ans, et qu'elle n'avait aucun souvenir de l'Algérie. Donc quand je discutais avec elle, elle me disait si tu vas à Oran, je suis partant parce que je me rappelle de strictement rien et j'aimerais bien y aller pour retrouver un petit peu ce que peut-être moi j'ai ressenti là-bas. Mais elle, qui en fait est quand même partie de là-bas à 2 ans, et peut-être qu'elle est partie en 62, je ne sais pas, mine de rien, 2 ans, elle n'y est pas restée tellement longtemps, mais ça a suffi. Salut Annie. Mais ça a suffi manifestement pour que, quand elle mette les pieds à Sidi Bel Abbès, elle ait le sentiment, non pas du voyage comme moi, du voyage juste de découverte, mais du retour en Algérie. C'est comme ça qu'elle termine son témoignage. Elle dit, sans le savoir, je retournais en Algérie, parce qu'elle y allait comme ça, avec sa mère. Salut, oui, oui. Elle y allait avec sa mère et en fait, quand elle a posé les pieds, il y a tout qui est remonté alors qu'elle avait juste 2 ans de petites sensations avec l'Algérie et il y a tout qui est remonté et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle n'y allait pas en Algérie, qu'elle retournait en Algérie. Bon, alors c'est cette petite frange de pieds noirs là qui est forcément intéressée par ce que je dis là parce qu'il se retrouve dans la recherche que je fais autour d'Oran. Et ma foi, je trouve que c'est passionnant cette petite frange là.
Et il y en a quelques-uns qui sont très intéressés par ce que je fais et qui ont envie d'aller découvrir, mais en fait peut-être redécouvrir l'Algérie tout simplement. Bon, voilà ce que je voulais dire là-dessus, sur ce témoignage que j'aime beaucoup. Et on attaque avec les séismes à Oran. Alors je ne vais pas faire beaucoup de choses là-dessus non plus. Hein. Vous savez que par ailleurs j'enseigne un peu les sciences et que c'est pas une grosse difficulté pour moi. J'aime bien même regarder tout le côté géologique et tout ça de tous les endroits. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte en travaillant sur Oran que j'étais à peu près le seul à aimer et que les gens en général ils s'occupaient assez peu de la partie géologique d'Oran. Or c'est quand même assez fondamental et ça a eu une répercussion très forte sur l'histoire d'Oran. Hein. Nadine me dit, je suis né en 1954, j'y suis retourné en 75 et je voudrais bien y retourner. Je pense quand même, Nadine, en 54, hein, sauf exception comme mon ami qui est né en 53, 54 hein, et qui n'avait pas de souvenirs, toi tu dois avoir en revanche des souvenirs puisque si tu es parti en 62, je ne sais pas trop, ça te fait quand même 8 ans. 8 ans passés là-bas. Bon, moi j'ai des souvenirs en tout cas entre 0 et 8 ans pour moi. Pas avec l'Algérie évidemment, mais enfin j'ai des souvenirs. Tu me diras si tu as des souvenirs là. Ça, c'est une carte de la répartition des séismes en Algérie que j'ai prise sur le site. Alors ça, c'est la page Facebook hein, du CRAAG. CRAAG, alors je me suis marqué ce que ça voulait dire, c'est le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Ils ont une page Facebook et sur laquelle vous pouvez cliquer sur j'aime si ça vous intéresse et ils avertissent à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre. Alors je suis allé jeter un œil quand même dessus et manifestement tous les 2 ou 3 jours il y a des petits tremblements de terre tout le temps. Michel, bonsoir. Et oui, tu vois, je me suis coupé les cheveux. Beaucoup de souvenirs, je suis parti en 1968. Alors là, pour le coup, ça fait beaucoup de souvenirs, ça c'est sûr, puisque ça fait quand même jusqu'à 14 ans, quoi. Ça fait pas mal. Hein. Donc, le CRAAG, c'est là-dessus que je suis allé chercher quelques informations sur les séismes actuels, mais je crois que je vais quand même commencer. Ah là oui, je voulais montrer la carte et vous dire que mine de rien, Oran est situé tout en bas là. Bon, bah, c'est quand même pas le coin où il y a le plus de séismes. Le coin où il y a le plus de séismes, c'est là où il y a tous les points rouges et tout ça. Et c'est au niveau d'Alger. Hein. C'est au niveau d'Alger et à droite, enfin à l'est, au niveau de Bougie. Là, ça bouge à fond. Mais du côté d'Oran, ça bouge pas tellement. Hein. Mais il y a quand même, si vous vous rappelez bien, le séisme de 1790. Alors j'ai retrouvé quand même un texte. Et le problème, c'est que j'ai pas retrouvé la source de ce texte. Je crois que tout le monde va me le dire. Voilà, super coupe. Je me suis fait recouper ras. Alors, si vous regardez les premiers lives, vous allez voir que j'étais comme ça dans les premiers lives. Hein. Mais là, je me suis dit, c'est pas possible, j'en ai marre de ma tignasse, donc je rase tout. Je viens de lire ton témoignage, Patricia, donc tu regarderas le début du live en replay et tu verras que j'aime bien cette frange de pieds noirs qui sont restés très peu de temps et qui ont les sensations de l'Algérie qui remontent, contrairement à moi qui n'ai pas de sensations. Donc, séisme du 8-9 octobre 1790. Je vous rappelle qu'avant là, c'est-à-dire le 7 octobre, il y avait les Espagnols. Et qu'il y a gros... C'est beau mon fils, oui ça je sais, oui. Je vais mettre une perruque, non je sais pas, ou alors je vais me fabriquer une perruque qui soit à peu près pour que j'ai toujours l'air d'avoir la même tête, sinon vous n'allez pas me reconnaître, vous allez croire que j'ai un remplaçant, mais non, c'est bien moi. La nuit du 8 au 9 octobre 1790, je vous lis un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là, gros tremblement de terre, avant il y a les Espagnols, après il y a les Ottomans. Depuis fin août, donc ça veut dire 2-3 mois avant, ça commence à bouger déjà. La ville d'Oran était secouée de manière intermittente et des bruits sourds grondaient sous elle. Inquiétant la population, ces secousses ne se firent plus sentir de la mi-septembre au premier jour d'octobre. Bon, ça c'est régulier. Hein. Le vent du désert, qui soufflait depuis 3 jours, rendait l'atmosphère d'une opacité étrange. La grande tour de l'horloge venait de sonner 1h du matin, donc le séisme se passe dans la nuit, quand de légers mouvements oscillatoires, accompagnés de grondements sourds et de quelques éboulements successifs, troublèrent le profond sommeil de ses habitants. Puis succédèrent à ces craquements sinistres 20 secousses d'une rare violence. Tiens beau, mon fils. C'est ce que j'ai dit, tiens. Je ne sais pas si on dit tiens. On m'a toujours dit tiens. Tiens beau. Tandis que le sol s'affaissait et se soulevait, semblant se diriger vers le sud-est. Éperdue d'épouvante, la population cherchait à fuir lorsqu'un choc brusque ébranla toute la ville et ses énormes murailles en un monstrueux mouvement de recul. À la 22e secousse,
À la 22e secousse, Oran était en ruine. On est en 1790. Je vous lis la suite. Des maisons renversées. C'est pas bien de me faire rire là pendant que je suis en train de lire le drame du tremblement de terre de 1790 quand même. Des maisons renversées en un amas de décombres fumantes partaient des gémissements, des cris. 3000 personnes étaient ensevelies. 3000 personnes, c'est énorme quand même. Toutes les constructions étaient renversées. Du haut de la Casbah, les édifices furent lancés sur la ville. C'est pour dire que, comme on est en pente, on a tous les édifices qui sont un petit peu en hauteur vers la Casbah, on va dire vers la place de la Perle, tout ce qu'on appelle la marine haute, qui va glisser vers le sud. Toutes les constructions étaient renversées. Du haut de la Casbah, les édifices furent lancés sur la ville, la raideur des pentes aggravant le désastre, tout s'écroula. Les énormes bâtiments se trouvèrent projetés au loin, mettant à nu les fondations, c'est pour dire, comme ça va loin, dont Nicolas Garcia, colonel du régiment des Asturies, gouverneur général par intérim, périt avec toute sa famille et son entourage sous les pans des murs qui s'abattaient. 765 hommes, soit tous les régiments des Asturies arrivés à Oran pour tenir garnison, disparus, sauf une vingtaine qui se jeta précipitamment sous des arceaux. En ville, la désolation était à son dernier période. Et comble d'horreur, le feu. C'est qu'en général, derrière les séismes, il y a des incendies qui se lâchent. Et comble d'horreur, le feu que renfermaient les habitations se communiqua aux pièces de bois, éclairant d'une lueur sinistre les maisons épargnées qu'il consumait. Chose à peine croyable et pourtant d'une rigoureuse exactitude, les eaux de la source qui alimente Oran changèrent de direction et tarirent brusquement pour reprendre plus tard leur direction première. Au petit jour, il fallut dégager les cadavres et éteindre l'incendie. En quelques minutes, sur 3000 personnes qui succombèrent, les 2 tiers furent enterrés vivants. Alors je ne sais pas si je vais aller beaucoup plus loin. Si, ouais, je vais aller un peu plus loin. Les deux hôpitaux renversés privaient Oran de médicaments. Les blessés furent installés sous les voûtes situées à la marine, à la place des galériens. Fours à pain et approvisionnement avaient disparu sous les décombres et le comte de Cumbra Hermosa en fit établir en plein air face aux bandes de déportés menaçantes. Des scènes de pillage et de meurtre succédèrent à ces scènes de malheur. Le tremblement de terre avait épargné l'autre côté, alors on écoute bien, l'autre côté du boulevard du Prince et de la Princesse. Le boulevard du Prince et de la Princesse, je ne sais pas s'il y en a qui savent, c'est l'actuel boulevard Oudinot. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque sous les Espagnols. La junte du gouvernement enjoignit aux habitants de s'établir sur le sommet de l'escarpement, c'est-à-dire au niveau de l'actuel quartier israélite, sous des tentes. Les secousses se firent encore sentir jusqu'au 22 novembre. Je vous rappelle que ça se passe le 8 et 9 octobre. Autant dire que 2 mois après, les plus hardis s'essayèrent à entrer dans la ville. Bon, ça c'est le tremblement de terre de 1790. Il est évident qu'à partir de ça, les Espagnols ils vont dire c'est bon, on arrête, c'est pas la peine qu'on continue. Et ils vont signer un traité. Alors il faut que je me le retrouve là. Ils vont discuter avec le bey Othman. Si je me le retrouve, ça serait bien quand même que je retrouve ça. J'ai perdu dans toutes mes feuilles. Tac, 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 tac. Bon, bah tant pis, je l'ai plus. Attends, je dois l'avoir quand même. Ici, non, pas là, pas là, pas là, pas là. Bon, je l'ai plus. Donc, il va signer, les Espagnols vont signer un traité encore, ils vont parlementer pendant 1 an. Sauf que moi, dans ma tête, c'est en 1792, c'est pas en 1791, comme c'est marqué, en septembre 91. Moi, dans ma tête, c'est en septembre 92. Ils vont signer un accord avec les Ottomans et ils vont laisser la ville aux Ottomans. Sauf que les Ottomans, bien sûr, ils vont pas pouvoir s'installer en bas. Ils vont aller s'installer, comme je l'ai déjà dit 10 fois, au niveau de Rosalcazar, de manière à pouvoir vivre. En bas, c'est plus possible. Et je vous rappelle qu'ils font appel aux Juifs ensuite pour repeupler le quartier juif, lui, qui est en hauteur et qui n'a pas été détruit. Mais en bas, ça va être compliqué parce que ça a été sacrément détruit. Bon, alors il y en a plein comme ça qui parcourent toute l'histoire d'Oran. Alors moi, j'en ai trouvé 2, mais sans trop chercher. Pire, sans trop chercher, je suis allé voir dans ce livre-là, qui est écrit par Edgar Athias et qui s'appelle Oran de tous les jours. Et alors il est bien ce livre parce que c'est bourré d'anecdotes. Ce ne sont que des anecdotes qu'il a récupérées dans l'écho d'Oran, évidemment, avant 62. Il a épluché tous les échos d'Oran et il a relevé comme ça des petites anecdotes sympathiques. Et il relève notamment, par exemple, le 1er novembre 1869 devait cependant être marqué par un raz-de-marée particulièrement terrible. Valérie,
Super, quel joli nom, évidemment. C'est un joli nom, c'est clair. Donc, l'année 69 devait être cependant marquée par un raz-de-marée particulièrement terrible. Le 1er novembre 1869, je vous rappelle qu'on a les Français là et qu'il y a la ville d'Oran qui est juste en bas, elle n'est pas encore en haut. Toute la population d'Oran s'était portée vers les bas quartiers pour assister impuissante à la destruction de la jetée, qui avait déjà près d'1 kilomètre de long, et des quelques 300 mètres de quai qu'elle abritait alors. C'est-à-dire qu'il y a eu une énorme vague qui est venue détruire la jetée et qui est venue détruire les quais aussi. Un brick goélette français, le Marie-Angélique, coula en plein port. N'ayant pu être remorqué dans la Darse en temps voulu, l'imprudence des spectateurs faillit même être fatale à des enfants qu'une lame emporta à la mer pendant le spectacle. Spectacle entre guillemets, bien évidemment. Mais les zouaves que l'autorité militaire avait envoyés sur les lieux réussirent en jouant leur vie à sauver tous les bambins qui surnageaient au milieu des débris de chalands et de barques que la tempête avait réduits en miettes. Les sinistres maritimes étaient fréquents, mais malgré sa méchanceté, la mer gardait pour les Oranais un irrésistible attrait. Ça, c'est le côté littéraire d'Edgar Attias que j'aime beaucoup. Ça, c'était donc en 1869. Et j'en ai trouvé un autre toujours dans son bouquin, c'est le 28 février 1936. Donc c'est assez tôt, peut-être qu'il y a des grands-parents qui vous ont raconté ça, parce que ça a bien cartonné quand même. Le 28 février 1936, une violente tempête, suivie d'un raz-de-marée, s'abat sur la côte oranaise. Alors, tac, ça je vais l'enlever. Si j'arrive à l'enlever, est-ce que je peux l'enlever ça? Non, je ne peux pas l'enlever. Ah si, je peux, tac. Voilà, très bien. Il y a des intrus, les intrus, je les jette. Tous les gens qui cherchent à me faire des polémiques, je les jette, je vous le dis tout de suite. Le 28 février 1936, une violente tempête suivie d'un raz-de-marée s'abat sur la côte oranaise. Plus de 100 chalands chargés de marchandises coulent ainsi que des grues, des remorqueurs ainsi que des embarcations. Sur la corniche, d'Oran aux Andalouses, presque tous les cabanons sont détruits. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, des destructions de tous les cabanons. La jetée du Nord a cédé en 2 endroits. Le lendemain, la tempête règne toujours en mer, le vent a rejeté à la Cueva del Agua, alors je vais essayer de le prononcer à l'espagnol, la Cueva del Agua, c'est-à-dire du côté est un peu d'Oran, mais qui est très connu parce qu'il y a plein de gamins qui vont jouer là, il y a des pêcheurs qui vont pêcher, chercher des oursins et ainsi de suite. Presque toutes les épaves qui se trouvaient dans le bassin, c'est-à-dire que tout ce qui a été détruit va être rejeté du côté de la Cueva del Agua. Pendant cette tempête, on dit que dans la nuit où la tourmente fit tant de ravages dans le port, un mérou de plusieurs kilos, pris dans les remous d'une vague monstrueuse, fut projeté au-dessus de la jetée, et après une parabole de 250 mètres, alors je ne sais pas trop s'il invente ou quoi, vint tomber sur le quai de la transatlantique. Au petit jour, il fit l'affaire d'un pêcheur passant par là et qui ne s'attendait pas à cette aubaine. On affirme que le dit mérou n'appartient pas à la famille de la sardine du port de Marseille. Bon, alors des anecdotes comme ça, il y en a plein partout. Ça remue énormément à Oran. Et ça remue tellement que ça remue toujours. Et alors j'avais trouvé un article, moi, qui parlait de la Calère. Alors il faut juste que je me le retrouve, un article qui parlait de la Calère. Si je l'ai par là, ouais, alors je l'ai par là. Très important. Parce que cette Calère, sauf que c'est pas la Calère, c'est quelqu'un qui fait un article sur les séismes dans les années 80, quelque chose comme ça, et qui explique pourquoi, mais à mon avis l'explication est moyenne, pourquoi la marine basse a été rasée. Il explique la Calère, sauf que la Calère, il dit la Calère, mais c'est pas la Calère, c'est la marine en bas. D'accord? La Calère, je rappelle que c'est la partie qui est contre la colline de Santa Cruz et qui est séparée par la rue de l'Arsenal. La Calère était un ancien quartier de pêcheurs au centre historique d'Oran qu'il a fallu démolir en 1980. Sauf que j'ai le souvenir, moi, de quelques témoignages qui disent que déjà dans les années 70, il n'y était plus, ce quartier. Mais enfin, bon. Suite à l'effondrement de quelques habitations et à son état de vétusté quasi général, le site, face au port, sur un terrain escarpé d'une superficie de 4 hectares environ, présente des contraintes morphologiques particulières pour sa reconstruction en dépit de ses potentialités paysagères et patrimoniales. Bon, tout ça c'est pour dire qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dedans historiques qui valent le coup, mais qu'on n'a pas pu faire grand-chose. L'élaboration du projet architectural a nécessité une analyse géotechnique qui a confirmé l'existence d'une faille. Les failles, il faut savoir juste une chose, c'est que le continent africain, il remonte vers le continent européen, et que les deux continents-là, ils s'écrasent l'un contre l'autre, et que dans quelques millions d'années, il n'y a plus de Méditerranée au centre, là. Et que ça, évidemment, ça crée des grandes failles parallèles au continent, et que Oran se trouve là. Et une grande faille, vous l'avez ici dans le dessin, c'est la grosse faille en pointillé qui est ici, et vous voyez cette petite chose qui est là, c'est l'école Emra.
Et là en bas, on a le port, ici. Et ben, il y a une grande faille qui est là. Et à chaque fois que ça bouge sur Oran, évidemment, cette faille, elle se déplace. Et tout ce qui est au niveau de la marine, là, ça bouge et ça se déplace. Sauf qu'évidemment, il n'y a plus rien à détruire. Mais c'est, selon lui, hein, selon moi, je ne suis pas convaincu. Mais selon lui, en tout cas, c'est pour cette raison-là. C'était beaucoup trop instable sur le plan sismique qu'ils ont détruit la partie de la marine basse. Bon, et ça continue en fin de compte, puisque j'ai vu passer un article il n'y a pas très longtemps sur du 29 mai au 2 juin là, de 2016. Je vous ai mis cette photographie tout à l'heure en statut là. Ça, c'est des forces de la sécurité civile, des personnes de la sécurité civile qui s'entraînent. Et alors, c'est terrible, parce qu'ils s'entraînent au niveau de Bab el-Amra. C'est-à-dire qu'on a par exemple, ils mettent aussi cette photographie là, où on voit un chien au milieu de détritus. Ben, les détritus qui sont là, c'est Bab el-Amra. Alors Bab el-Amra, je rappelle que c'était un bidonville qui se situait un peu au sud de la Calère, quand même en hauteur, et qui a été détruit, je ne sais plus trop, je crois l'année dernière, quelque chose comme ça. Et alors, ils vont profiter des débris de Bab el-Amra ici pour faire des exercices de lutte, enfin pas de lutte, des exercices au cas de simulation de recherche de personnes en cas de séisme dans les débris. Et il y a 2 personnes françaises qui sont spécialisées là-dedans, parce que les équipes françaises sont très fortes là-dedans. À chaque fois qu'il y a des séismes partout, elles vont aller expliquer aux gens comment est-ce qu'on va chercher un petit peu dans les séismes. Et là, donc, apparemment, elles sont allées donner quelques conseils à la sécurité civile oranaise pour les entraîner au séisme si jamais il y en a du côté d'Oran. Alors, les séismes du côté d'Oran, il y en a, et en même temps, c'est quand même pas la région où il y en a le plus. Moi, j'ai souvent fait étudier à mes petits élèves le séisme de El Asnam, qui est pas très loin d'Alger là-bas. C'est quand même dans ce coin-là que ça bouge le plus. Mais bon, du côté d'Oran, mine de rien, ça bouge un petit peu aussi. Alors, dernière petite chose. On en a fini avec les séismes. Dernière petite chose, je reviens un tout petit peu sur la lettre là pour 2 choses. La première chose, c'est juste pour savoir si, pour avoir un petit retour, pour savoir si vous voudriez que je change des choses, que je rajoute des choses, que j'enlève des choses, elle est peut-être trop longue, etc., etc. Donc, il faut me donner un petit retour pour que je sache si ça correspond à un besoin ou si c'est juste mon besoin à moi et que ça ne vous est pas spécialement utile, ou si vous ne trouvez pas que ça vous apporte grand-chose, auquel cas j'essaie de la modifier un petit peu. Et alors la deuxième chose, je vais la modifier cette semaine. Et je ne vais pas tellement modifier celle que vous recevez tous les vendredis là, mais je vais modifier celle pour les nouveaux abonnés en fait. C'est-à-dire que régulièrement, de temps en temps, tac, j'ai de nouveaux abonnés à cette lettre et ils reçoivent en premier tout le mois de mai, puis ils reçoivent tout le mois de juin, ce qui fait que ça fait un truc énorme. Alors je vais le couper pour eux, hein, je vais le couper en petits morceaux, c'est-à-dire je vais le couper en semaines en fait pour qu'ils aient des petites choses comme ça. Et ils en reçoivent un tous les jours. Le problème, c'est que vous allez recevoir aussi, parce que tout ça, c'est un système automatisé. Hein, vous pensez bien que je ne m'amuse pas à faire ça pour chacun, c'est pas possible. C'est un système automatisé, donc vous allez recevoir, vous, des petits morceaux comme ça de semaines que vous avez déjà reçus. Donc, vous vous en occupez surtout pas. Hein, je le dis pour ceux qui sont en direct, je le dis pour ceux qui sont en replay. Cette semaine, je vais essayer de modifier tout ça pour les nouveaux abonnés. Et donc vous allez recevoir des petites choses, vous vous inquiétez pas, vous regardez juste vendredi, celle de la semaine qui sera là, parce que celle-là, ça sera la bonne, mais tous les autres, vous aurez déjà reçu, donc c'est pas la peine de vous en occuper. Mais je vais un petit peu remodifier tout ça, et puis si vous avez des choses particulières au niveau de la lettre à me dire, bah, il ne faut pas hésiter à me le dire. Alors j'ai vu qu'il y avait des commentaires, j'ai pas trop vu. Dan me dit pourquoi ne pas la mettre en ligne la lettre. Je ne la mets pas en ligne la lettre parce que ça me permet de pouvoir communiquer directement. La différence entre la lettre et le site par exemple, parce que je me suis posé la question quand même. Hein. Or je sais par expérience que si je mets un truc sur le site, les gens ne vont pas sur le site. Or, si j'envoie la lettre, le sens de circulation est différent et ça va de moi à vous. Et vous la recevez direct chez vous. C'est-à-dire que vous avez ça là. Tandis que si je dis allez voir sur le site et tout, je vais en avoir 1 sur 15 qui va aller voir sur le site. J'ai tellement l'expérience de ça que je ne veux plus tellement faire ça. Alors je mettrai des choses peut-être sur le site et tout, mais ça, je préfère. Et puis d'autant plus que c'est plus facile pour vous ensuite d'aller chercher dans vos mails à vous, les semaines par semaine, etc., etc. Et en plus, autre facilité, ça me permet de communiquer plus facilement avec vous
Il est possible d'ailleurs que je vous envoie un mail dans la semaine pour vous récapituler ce que je viens de dire là, c'est-à-dire qu'il va y avoir des petites choses qui vont se passer et qu'il ne faut pas trop vous inquiéter, vous. C'est pour les nouveaux abonnés en fait que je fais ça, mais en tout cas ça me permet d'avoir un contact direct, moi, avec vous, plutôt que vous demander d'aller sur le site. Et par expérience, je sais qu'il y en a un sur 15 qui va y aller et que les autres, ils vont pas y aller. Donc j'ai la communication qui passe mal quand je fais un truc sur un site, alors qu'elle passe beaucoup mieux si je fais par la lettre. Donc c'est pour ça que j'ai fini par décider de faire la lettre, ça me paraît beaucoup plus juste. Et puis la lettre, c'est une relation qui est beaucoup plus personnelle. Vous avez remarqué que je tutoie dans la lettre. Et je tutoie, je me suis amusé à tutoyer pour que ça touche directement la personne et que ça soit une relation, même si c'est artificiel, mais en fin de compte, quand on reçoit une lettre et que avec du tutoiement, on a l'impression que la personne parle directement. Et c'est comme dans le live, je vous tutoie chacun là, donc j'ai décidé de fonctionner comme ça parce que vraiment le site, sinon, si je me mets sur le site, je vous vois tout le monde, et ça reste très impersonnel et en plus de ça, il y en a un sur 15 qui va sur le site si je dis allez voir sur le site. Donc finalement, je vais fonctionner avec la lettre et en plus, je pense que ça permet de fidéliser les personnes petit à petit qui me voient régulièrement passer toutes les semaines. Bon, c'est quelque chose qui me convient mieux. Et il y a juste que je voudrais avoir un retour sur cette lettre pour savoir si c'était mon côté oranais. Patricia, c'est mon côté oranais de quoi? J'arrive pas à recontextualiser le truc. Donc je disais pour la lettre, hein, je voudrais juste savoir si vous aimeriez que je fasse moins long, plus court, que je rajoute des trucs, hein, est-ce que ça correspond un peu à vos besoins ou est-ce que vous avez d'autres besoins, des choses que vous aimeriez et qui n'y sont pas, etc., etc. Donc vous n'hésitez surtout pas. Pas forcément dans le live, hein, mais vous pouvez répondre, tac. C'est mon côté oranais de tutoyer. Oui, c'est peut-être mon côté oranais. Non, je me suis posé la question, hein, vraiment, je l'avais commencé avec du vouvoiement et d'un coup, je me suis dit non. Je vais tutoyer parce que la lettre, c'est pas pareil que le site. Le site, je suis obligé de vous voyer parce qu'il y a tout le monde qui est là et qui regarde, alors que la lettre, je l'envoie à chaque adresse et en fin de compte, c'est une relation qui est duel. Et je me suis dit, ben, il n'y a pas de raison, je tutoie dans le live, je vais tutoyer dans la lettre. Même si ça fait bizarre, je pense que ça vous a perturbé au début, mais je suis sûr qu'avec l'habitude, au bout de 3 lettres, c'est bon, ça pose plus de problème. Donc, bon, je préfère tutoyer, ça donne plus de force, à mon avis, à la lettre. Il y a juste que je voudrais savoir si elle a du sens, si elle correspond à quelque chose, si c'est bien pour vous d'avoir les témoignages par écrit, par exemple, est-ce que vous les relisez, etc., etc. Est-ce que je rajoute des choses, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire. Marie me dit, moi qui suis rarement en direct, je trouve la lettre très pratique pour avoir une synthèse des précédents live. Bon, je te remercie Marie. Je pense aussi qu'il y a ça, d'ailleurs je l'avais fait pour ça, hein, parce que finalement j'ai des retours de personnes qui me disent, pour des raisons très diverses, qu'elles n'ont pas pu assister au live, qu'elles ont lu le témoignage dans la lettre, etc., etc. Enfin, je pense que la lettre fait sa petite vie dans son coin. Je trouve que c'est un moyen de discuter avec les gens. J'ai des retours de personnes qui me renvoient des morceaux et je trouve que c'est pas trop mal sur ça. Marie, oui, je t'ai envoyé. J'ai parlé de toi hier soir parce que voilà, je trouvais que ton article il était sympa et en plus à la fin tu posais une question qui était intrigante et j'avais envie de m'essayer à y répondre. Donc j'ai essayé d'y répondre. Je jetterai un œil sur le live d'hier, hein, c'est à la fin. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours sur la lettre ou sur autre chose, à vrai dire, hein, comme ça je pourrais ajuster. Mais en tout cas, cette semaine, il va y avoir des petits trucs. Si vous voyez passer des messages de moi, vous inquiétez pas. En fait, c'est pour les nouveaux abonnés. Je suis en train de réorganiser ça parce qu'une lettre de tout le mois de mai, c'est pas possible. De tout le mois de juin, c'est pas possible. Il n'y a personne qui va la lire. Ok, ben tu écoutes juste après. Sur ces belles paroles, je suis à une demi-heure encore, je sais pas comment je fais. Et ben, je vous salue, je vous remercie d'avoir écrit des petits mots. Patricia me dit, je ne suis pas une référence, je n'ai pas le temps de la lire pour le moment, mais ça me plaît bien d'avoir toute une synthèse. Voilà, je pense qu'il y a des gens, finalement, à qui la lettre convient et convient en archive. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup les archives, j'aime beaucoup garder ce que je fais. C'est-à-dire que les lives, par exemple, je me les récupère
et je me les archive quelque part pour pas perdre même les vidéos, parce que j'ai très peur de Facebook. Hein. Facebook, il change tous les 6 mois, et résultat, au bout de 6 mois, on est capable de plus se retrouver à pouvoir accéder à ces vidéos, etc., etc. Donc je me récupère tout ça et j'archive. Tu es bavard, Paul, mais c'est très intéressant tout ce que tu exposes. Je suis bavard, oui, c'est vrai. 30 minutes presque, 29,53. Je vous dis ciao, et je vous remercie de m'avoir suivi encore aujourd'hui. On se retrouve demain, 19h heure française, 18h à l'heure algérienne, et je ne sais pas trop ce que je vais raconter encore une fois. Donc, bye. Michel, bonsoir Paul, couvre-toi bien. Ouais, je vais essayer. Ciao à tous.